Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1109 intitulé Blocage, soit exactement dans l'étau où je me trouve avec mon dos. Allez, on garde le sourire car je suis de retour pour ce chapitre d'exception. Et oui, ça faisait longtemps et vous m'avez terriblement manqué. Vegapunk est sur le point de mourir et il compte délivrer un message au monde concernant l'ancien royaume. Alors forcément, je me devais de revenir. Donc j'espère que mon retour vous fait plaisir. Je sais pas combien de temps ça durera car j'ai toujours mes soucis de santé, mais vous inquiétez pas, je fais très attention. Je tiens d'ailleurs à toutes et tous vous remercier pour vos messages et votre amour que j'ai reçu. Je suis vraiment très heureuse que vous ne m'oubliez pas. C'est pourquoi aujourd'hui je fais ce petit retour avec cette review. Alors pour fêter ça en grande pompe, explosez les likes comme jamais, inondez les commentaires de cœur et bien sûr abonnez-vous à la chaîne parce que les prochains chapitres risquent d'être extraordinaires et je tiens à vivre ça avec vous. Je vous remercie infiniment et à présent ne parlons pas plus et débutons la review de ce chapitre. Et on débute ce chapitre par une mini-aventure inattendue, celle de Wano Kuni. On peut voir avec grande surprise qu'Onigashima, qui jusque-là gisait sur la terre des samouraïs, repose désormais sous les eaux, dominant l'ancienne cité des Wa. Mais qu'a-t-il bien pu se produire depuis que nous les avons quittés? Si au départ on avait imaginé avec Koji qu'il s'agissait d'éruptions volcaniques provoquées par le combat entre Kaido et Luffy, il n'en est rien, puisqu'Onigashima était toujours présente après cet incident et la venue de Ryokugyu, ce qui suggère que cette portion de l'île n'a pu sombrer dans les eaux qu'à un moment bien précis, l'attaque de Mother Flame. En effet, c'est au chapitre 1089 que nous découvrons les retombées de cette arme scientifique sur le monde. Le tremblement de terre a entraîné une montée du niveau de la mer à l'échelle mondiale, atteignant même les rives de Wano Kuni. Or, ce pays était déjà marqué par les secousses sismiques dues à son volcan actif. Souvenez-vous, les combats menés entre les Yonko et Supernova ont conduit le volcan à se réveiller, plongeant Big Mom et Kaido dans les profondeurs des eaux enflammées. Ainsi, à la suite de l'incident de Mother Flame, la terre d'Ewa n'a fait que se fracturer davantage, engloutissant Onigashima sous les flots où l'ancienne cité était déjà enfouie. Cette mini-aventure promet d'être fascinante car outre l'histoire de l'ex-Wano, elle pourrait également nous donner des nouvelles de nos deux Yonko disparus dans les entrailles du volcan. Sans oublier la Big Mom Family, portée disparue aux alentours de l'île et qu'on pourrait retrouver à travers cette mini-histoire. Leur retour pourrait marquer un événement inattendu, qu'il s'agisse d'une rencontre surprenante, de nouvelles alliances ou simplement d'une paisible retraite bien méritée pour nos deux ex-membres des Rocks. Mama a pu reperdre la mémoire, tandis que Kaido sait à présent que Joy Boy est réapparu. Il faut tout de même garder à l'esprit le plus important, la présence de Pluton sous ses eaux. Cette mini-aventure pourrait ainsi s'achever sur un avant-goût de cette arme antique légendaire, tant convoitée depuis le début de l'histoire. En bref, cette simple page annonce beaucoup trop de scénarios qu'il m'est impossible de tous les donner ici, donc je pense qu'on va garder ça pour un live de Goji sur Twitch. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous invite à le faire, car j'y suis très souvent les dimanches soirs à 20h pour la rétrospective du chapitre. Vous verrez, c'est très cool, et en plus en fin de soirée, on se fait un mini-jeu avec les abos. Bref, passé cette petite analyse de la cover, on va pouvoir débuter cette énorme review. Le chapitre prend là où le précédent s'était arrêté, avec l'enregistrement d'un Vegapunk du passé. Le scientifique de génie avait pris une longueur d'avance sur le gouvernement. Se sachant condamné comme il l'a fait savoir à Dragon, il a préparé un message destiné au monde entier grâce à un procédé astucieux, les Dendenmuchi de la marine. Personne n'est en capacité de les éteindre et le message du plus grand scientifique s'apprête à retentir aux quatre coins du globe. On peut se demander si Vegapunk n'a pas bénéficié d'une aide extérieure pour mener à bien ce projet. Rappelez-vous, il avait une influence considérable au sein de la marine, comme il l'avait mentionné à Ohara. Je me demande même si Kizaru n'était pas au courant de ce projet, ce qui expliquerait comment il a pu, avec sang-froid, mettre fin à la vie de son ancien mentor. En visant son cœur avec sa lumière, il aurait déclenché le message que Vegapunk souhaitait diffuser dans le monde. Je sais que bon nombre de personnes méprisent actuellement Kizaru, mais je reste convaincue qu'il a des motivations plus profondes que ce qu'on croit, tout comme Kuzan et son alliance avec Barbe Noire. Mais on va pas s'attarder davantage sur ce sujet qui fait déjà bien trop débat à mon goût. Durant cet enregistrement, on a pu apercevoir Edison et Shaka indiquant qu'il faudrait un certain temps avant que le monde ne prépare ses écrans. Ce détail est crucial car il suggère que les satellites étaient bien au courant de ce que leur Stella s'apprêtait à faire si la mort venait le chercher. Or, cela soulève une question, pourquoi York n'a-t-elle rien dit à ce sujet au Gorosei? Après tout, elle était censée former une alliance avec eux pour obtenir le titre de dragon céleste. Elle n'a pas hésité à trahir les siens en informant le
gouvernement des découvertes scientifiques concernant l'ancien royaume. Enfin, elle fait partie des 3 choses que Saturne souhaite encore protéger. Donc soit York a été mise à l'écart de cette information, ce qui suggère que Vegapunk savait qu'il y avait un traître. Soit ce satellite a gardé cette information pour elle, dans le cas où le Gorosei viendrait à la trahir. Mais il paraît évident à présent que son sort est scellé, d'autant que si Vegapunk meurt, on ignore si ces satellites resteront en vie. Comme on le sait, les fruits du démon quittent le corps de l'utilisateur dès lors où il meurt, et c'est grâce à lui que les satellites ont pu être créés. Alors allons-nous voir la mort non pas seulement de Vegapunk, mais bien des 6 autres satellites qui s'effondreront au même instant. Personnellement, j'aimerais tout de même croire que Vegapunk ait prévu un tel scénario et que l'un de ces satellites puisse rester en vie, permettant ainsi à notre scientifique de continuer à vivre, bien qu'il soit mort dans son corps d'origine. De la même manière que Kuma, dont l'âme humaine a disparu, mais dont le fruit subsiste. En tout cas, le message de notre scientifique est sur le point d'être diffusé. Après le tremblement de terre causé par Mother Flame, c'est un autre bouleversement que le monde s'apprête à vivre. À Dressrosa, Rebecca, Kiros et les Tontata se préparent à diffuser le message au peuple via les Denden Mushi. Tandis que Léo se questionne sur Luffy et sa prise d'otage, Rebecca le dissuade de croire ses mensonges. Une fois de plus, Oda met en lumière la crédulité inébranlable des Tontata. Bien que Léo soit aujourd'hui membre de la grande flotte de Luffy, un Tontata reste un Tontata, montrant que leur condeur ne changera jamais. Cependant, ce qui m'a surprise dans cette case, c'est de voir un Léo aussi serein. Je rappelle qu'il est à l'origine, avec Sai, de la tentative de meurtre contre San Carlos. Bien qu'il ait réussi à s'échapper grâce au sacrifice de Mojgar, je m'attendais pas à le voir aussi peinard à Dressrosa. Je pensais davantage le voir terré dans un endroit inconnu ou aux côtés de la grande flotte pour aider Luffy au vu des événements qui se déroulent sur Egghead. Il a donc réussi à s'échapper tranquillement sans être inculpé par qui que ce soit à Marie-Joise, alors qu'ils ont crié haut et fort sur la terre des dieux être les alliés de Luffy. Donc très surprise de le voir ici, et surtout ça prouve une nouvelle fois à quel point la marine et le gouvernement ont été dépassés par les événements de la rêverie. Du côté des Blue, on retrouve le maire de Fushia qui indique qu'ils n'ont pas de projecteur et devront se contenter d'entendre la voix de Vegapunk. C'est peut-être juste moi qui me fais des films, mais je trouve vraiment fascinant que l'île qui a vu naître Luffy et surtout Monkey D. Dragon, ancien ami de Vegapunk, soit précisément celle qui ne pourra pas découvrir le visage du scientifique. Peut-être aurions-nous pu découvrir un lien existant entre un habitant de Fushia et notre scientifique, ou même nous révéler une partie du passé de notre cher Luffy. De l'autre côté du globe, on retrouve sur la mer du Paradis, et plus précisément à Water 7, Iceberg, accompagné de sa secrétaire, découvert durant les mini-aventures des ponts du monde. Cette petite génie semble avoir toute la confiance d'Iceberg, puisque sa petite souris ne se trouve plus dans sa poche, mais bien sur la tête de la petite. Dans les cieux cette fois, c'est au tour de Big News, accompagné de Wepol et Vivi, de réagir. Et s'il y a bien une personne qui doit se sentir concernée parce que s'apprête à révéler Vegapunk, c'est bien la princesse d'Alabasta. Elle dont l'ancêtre fut liée à toute l'histoire du siècle oublié et qui causa la mort de son père. Elle est aujourd'hui recherchée par Im et ignore toutes ses origines, y compris sa lettre D. Le message que va transmettre Vegapunk risque probablement de chambouler la princesse bien plus qu'elle ne l'imagine. Quant à Wepol, il semble ne pas encore avoir partagé ses informations avec Morgan et Vivi. Peut-être voudront-ils, après ce message, rejoindre les cieux de la Terre scientifique. Enfin, du côté des révolutionnaires, amis de longue date du scientifique, c'est un choc pour Ivankov de voir la nouvelle apparence de Vegapunk sans son gigantesque crâne. Ce qui suggère que ces deux-là se connaissaient par le passé, probablement grâce à Dragon. Ce même Dragon qui reste silencieux et se rappelle des mots de Chaka « Je vais mourir ». En résumé, tous les pays se préparent à entendre le message du scientifique sans se douter un seul instant de la bombe qu'il s'apprête à dévoiler. Alors que le monde se prépare à cette grande révélation, le combat se poursuit sur Egghead entre Kizaru, Saturne et Luffy. Notre chapeau de paille domine largement ses adversaires jusqu'à les aplatir et les faire tournoyer dans les airs, ce qui rappelle San Carlos face à Sai et Léo. On va d'ailleurs s'arrêter un court instant sur ce petit détail. Bien que Luffy soit assurément devenu un goth, maîtrisant à la fois un amiral et un membre du Gorosei, quelque chose m'a fait tiquer dans cette scène. Le tournoiement façon Pizzaiolo. Bien qu'on puisse croire au hasard, l'arc d'Egghead a permis, outre Vegapunk, de mettre en avant deux personnages, Kuma et sa fille, dont l'histoire fut marquée par Saturne. Aujourd'hui, Luffy décide d'humilier cet ancien bourreau en faisant de lui une vraie pizza. Vous savez, la pizza, qui est le plat préféré de Bonnie. Donc j'ai trouvé ce hasard ou ce détail voulu par Oda juste parfait. Et ça n'a pas été le seul.
La nouvelle technique de Luffy cymbale s'associe de nouveau à un instrument de musique, ce qui m'a conduite à une théorie fascinante. L'origine du Binks no Sake, cette chanson de pirate, ne serait-elle pas due à Nika? Dans ma dernière théorie sur les dits, j'imaginais que le Binks no Sake était la musique d'espoir que chantaient les esclaves pour se donner du courage et croire en Nika. Ce Ka qui symbolisait le tambour et dont émanait une parole qui leur permettait de croire en la liberté. Aujourd'hui, en voyant le nom de cette nouvelle technique, je suis de plus en plus convaincue que le Binks no Sake a été créé grâce à Nika. Il aurait éveillé cette symphonie lors de la grande bataille qu'il menait pendant la guerre de l'ancien royaume. En frappant les ennemis de ses attaques, il a fait résonner dans le cœur de chacun une mélodie, celle du Binks no Sake. Ainsi, chacun de ces instruments serait la signature d'une attaque de Nika. Ce qui mène à l'aspect le plus important de cette théorie, le rêve du tout premier Nika. Vegapunk l'a dit lui-même, les fruits du démon naissent des rêves humains. Si le fruit Nika a été désiré, c'est que son premier détenteur partageait lui aussi un rêve commun à Luffy, être libre. Or, nous avons découvert récemment que ce n'était pas le seul rêve auquel aspirait le futur roi des pirates. C'est pourquoi j'ai envisagé que le premier détenteur du fruit de Nika avait également un rêve caché. Un rêve qui pourrait nous avoir été raconté au travers la chanson du Binks no Sake. Devenir un pirate voguant sur les mers et arpentant le monde en quête de cette liberté. Aujourd'hui, le destin aurait frappé en concrétisant à travers Luffy le rêve insoupçonné du tout premier détenteur du fruit Nika, faisant résonner à travers son futur la mélodie du Binks no Sake. Après cette petite théorie sur Nika, revenons au cœur du combat principal. Bien que Saturne parvienne à revenir tel un boomerang, Kizaru, lui, est propulsé dans les airs pour finalement atterrir sur un cuirassé de guerre. On le voit ensuite allongé au sol, se cachant les yeux pour, semble-t-il, pleurer, puisqu'on peut apercevoir des larmes couler. Sont-elles dues à l'attaque de Luffy, ce que j'en doute, ou plus simplement, sont-elles le reflet de son remords à l'idée que son ami soit sur le point de mourir, à l'instar de Garp lors de l'exécution d'Ace? On en revient à mon hypothèse en début de cette vidéo, Kizaru est-il vraiment le traître que l'on croit? A-t-il trahi ses amis pour servir la cause à laquelle il s'est engagé, le gouvernement? Ou a-t-il trahi le Gorosei et assassiné délibérément Vegapunk pour déclencher ce message, car il savait au fond, tout comme Shaka l'a suggéré, que le scientifique ne survivrait pas? Car rappelez-vous que nous ignorons toujours comment Luffy a pu obtenir de la nourriture alors que le pouvoir de Saturne empêchait quiconque, à part la marine et par extension Kizaru, de bouger. Je reste donc toujours sur l'idée que Borsalino n'est pas doté de mauvaises intentions, et que bien qu'il puisse exécuter les ordres qui lui ont été donnés, son amitié pour Vegapunk demeure sincère, expliquant ses larmes. Des larmes qui risquent de submerger Egghead, puisqu'un événement inattendu va frapper l'île. Le compte à rebours est lancé. 10 minutes, c'est le temps qu'il faudra au Gorosei pour stopper cette folie. Le gouvernement est en ébullition et n'ont donc plus une minute à perdre. Saturne va alors procéder à l'invocation des 4 doyens sur Egghead. Les 5 étoiles se rassemblent et la guerre au sommet de Marineford risque de n'être plus qu'une ombre face à celle qui s'apprête à frapper l'île scientifique. Nous voici bel et bien au cœur de Star Wars, les 5 étoiles venues abattre la Stella. Cette fin de chapitre marque le début d'un cataclysme avec les prochaines révélations de Vegapunk. Qu'a-t-il bien pu découvrir sur le siècle oublié pour que le Gorosei se déplace en personne? Mais surtout, parviendra-t-il à transmettre ce message au monde? Mais avant qu'on étudie ce que serait le message de Vegapunk, il est d'abord crucial de comprendre la nature du pouvoir détenu par le Gorosei. Car comme on l'a vu, bien que notre chapeau de paille domine très largement ce combat face à Saturne, il ne parvient pas réellement à le blesser. Alors imaginez à présent si les 4 autres membres du Gorosei sont dotés de la même particularité. Il va donc falloir comprendre comment et pourquoi G Garcia semble quasi invincible. Si l'on sait qu'Imu a pu obtenir l'immortalité par le biais de l'opération Jouvence, comme l'a mentionné Ivankov, il n'a jamais été spécifié que ce pouvoir pouvait être étendu à d'autres individus. Or le Gorosei semble depuis le départ être immortel, puisqu'ils n'ont jamais changé d'apparence au fil des ans. Mais alors quelle est leur véritable nature et comment Luffy va-t-il réussir à les vaincre? Si l'on étudie un peu le symbole ayant permis aux 5 doyens d'apparaître sur Egghead, on découvre qu'il s'agit d'un pentacle, une étoile à 5 branches surplombée d'un cercle.
Ce motif s'associe au sceau de Salomon, roi d'Israël. Dans l'ésotérisme, ce pentacle a été lié à la petite clé de Salomon, des textes de magie décrivant ce roi comme un sorcier ayant reçu ses pouvoirs de Dieu. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai y jeter un œil si ça vous intéresse. Mais dans l'un de ces manuscrits, il est indiqué le rituel pour invoquer les démons. Ce détail m'a conduit à penser que le Gorosei puisse recourir à ce type de magie noire. Alors certains diront qu'on n'est pas dans Fairy Tail ou Harry Potter, pourtant Oda a bel et bien par le passé utilisé ce procédé dans son œuvre. Celui qui est revenu d'entre les morts grâce à ce fruit du démon a été un véritable foreshadowing au pouvoir du Gorosei, notre cher Brook, sur l'île de Namakura. Les habitants de cette île ont tenté d'invoquer un démon à travers un rituel satanique, similaire à la manière dont les 5 doyens apparaissent aujourd'hui sur Egghead. En partant de ce principe, le Gorosei aurait, il y a 800 ans, tenté cette même expérience. Quand les ennemis priaient le dieu du soleil Nika, eux auraient invoqué Im, l'entité inverse. En offrant leur âme au diable, ils auraient ainsi acquis à la fois un pouvoir, mais surtout une sorte d'immortalité. C'est pourquoi j'avais théorisé par le passé que ces hommes pouvaient ne plus être vivants et seraient des créations d'Im qu'elle maintient en vie grâce à son pouvoir. Seul problème, la magie n'existe pas à proprement parler, mais se manifeste généralement à travers les fruits du démon. Que ce soit la jeunesse éternelle offerte par l'Ope-Ope-Nomi, la résurrection de Brook grâce au Yomi-Yomi-Nomi, ou encore son apparition sur l'île de Namakura grâce aux fruits du coussinet, ce que d'autres œuvres appelleraient magie, Oda le désigne généralement comme les fruits du démon. De ce fait, la vocation du Gorosei pourrait découler de ce pouvoir. Reste à savoir s'il s'agit de celui de Saturne ou bien celui d'Imu. Car oui, bien que le pouvoir de G. Garcia puisse lui permettre des invocations, ça n'explique pas son invulnérabilité. Et il est quasi sûr que le reste des 4 doyens acquerront également cette capacité. Je pense donc qu'il ne s'agit pas du pouvoir de Saturne, mais plutôt celui d'Imu. Un pouvoir lui permettant d'une certaine manière de créer des démons. Si l'on examine le fruit de Moria, il peut voler une ombre pour la mettre dans un autre corps. Le fruit de Big Mom est capable de voler des âmes pour les transposer à travers la faune, la flore et les objets. Quant au fruit de la glaise, il peut créer l'illusion de véritables hommes. Le pouvoir d'Imu, si cette dernière est bien le diable, aurait alors la capacité de transformer les hommes en démons. Ces hommes que nous voyons ne seraient donc plus vivants depuis bien longtemps, ayant passé un pacte avec le diable il y a 800 ans de cela. Ce qui expliquerait à la fois leur capacité d'invocation et leur invulnérabilité, dépendant ainsi de l'immortalité d'Im. Mais bien que cette théorie semble intéressante, les fruits du démon ne sont pas les seuls pouvoirs mystérieux dans l'œuvre. On ignore encore d'où provient la force des armes antiques, l'Ashura et l'ange de la mort à travers Zoro, ou encore le Haki. De ce fait, il faut garder à l'esprit qu'Oda puisse ajouter une nouvelle source de pouvoir à son œuvre, qu'il offrirait uniquement à Im et au Gorosei, à travers l'alchimie par exemple, là où Hawkins pouvait utiliser la cartomancie. Si on en croit à l'ésotérisme, les 5 âmes du Gorosei seraient toutes connectées entre elles, ce qui signifie que pour les tuer, il faudra vaincre les 5 en même temps, voire vaincre leur créateur Imu. On n'en est pas encore là car ça signifierait tout de même la venue d'Im en personne. Mais rien que de l'imaginer, je vais pas cacher que j'en ai des frissons. Et on va justement continuer d'en avoir en revenant sur le message que souhaite divulguer Vegapunk et les conséquences qu'elles vont avoir sur le monde. Si on se fie au chapitre 1068, Vegapunk expliquait que plus il s'efforçait de trouver l'énergie qu'il cherchait, plus il se rapprochait de la source d'énergie qui alimentait le robot antique. C'est donc à travers cette énergie mystérieuse que Vegapunk est parvenu à trouver un fragment du siècle oublié. Ce qui me ramène inévitablement à ma théorie sur le soleil artificiel de l'ancien royaume, créé par le biais d'un réacteur à fusion nucléaire dont les créateurs seraient le peuple Bilkan et qui aurait fait naître par la suite le fruit de Nika. Alors je vais pas revenir en détail sur ça, je vous laisserai checker cette vidéo, mais ce réacteur à fusion a bel et bien été confirmé par la suite dans les chapitres, puisqu'il a permis à Vegapunk de créer Mother Flame. Ce qui signifie ici que les révélations du scientifique pourraient porter sur l'énergie qui a permis à l'ancien royaume d'acquérir une technologie si avancée, tout en explorant également les circonstances de sa chute. Comme il nous l'a expliqué, obtenir une telle énergie permettrait d'avoir un monde en paix, et c'est bien là le plus grand rêve de Vegapunk. Bien qu'il soit souvent perçu comme un scientifique ambitieux, cherchant à propulser le monde vers l'avenir technologique, au fond, son essence est celle d'un pacifiste. Toutes ses inventions ont toujours été animées par le désir de faire progresser le monde vers une utopie. Aujourd'hui, je crois pas que le message final de Vegapunk soit simplement destiné à semer la peur en avertissant le monde des dangers représentés par le
gouvernement. Au contraire, je suis convaincue que ces dernières heures seront consacrées à la quête de paix tant attendue par le monde. Tout comme l'a souligné Clover avant sa mort, rappelant qu'il ne faut pas avoir honte du passé, mais plutôt l'accepter pour aspirer à la paix. Cette paix qu'il y a 800 ans a été rompue et a conduit aux inégalités que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que les découvertes de Vegapunk reflèteront tristement ce que Clover a compris, et que le constat restera le même: pour prétendre à la liberté, il faut assumer son passé. Ce qui est certain, c'est que sa mort laissera derrière elle un message probablement aussi puissant que ceux de Roger et Barbe Blanche. Le One Piece existe, il est ici, et cette énergie infinie tant désirée pourrait tout simplement apparaître sous les traits du dieu soleil Nika, pour lever l'aube sur le monde et sur la genèse de sa création. Reste à savoir si ceux qui ont fait disparaître tout un siècle d'histoire le laisseront agir. Car oui, c'est bien cette même instance qui a fait disparaître 100 ans d'histoire sans que personne, durant 800 ans, n'ait réussi à la révéler. Et ce scénario pourrait bien se répéter aujourd'hui. Les 5 doyens sont réunis et personne ne sait ce qui va advenir de nos Mugiwara. Comment vont-ils réussir à survivre à une guerre d'une telle envergure et à permettre la révélation d'une partie du siècle oublié? Qui interviendra prochainement pour les aider? Shanks, Barbe Noire, la Cross Guild, les révolutionnaires ou même la grande flotte de Luffy? Ce qui est sûr, c'est que cet événement va bouleverser toute l'œuvre de One Piece. Un impact majeur qui pourrait conduire à un événement des plus marquants. Une nouvelle ellipse. C'est là la vraie question qu'il faut se poser dès à présent. Car si vous ne l'aviez pas encore réalisé, la première attaque de Mother Flame n'était qu'une bêta-test sur Lulusia. L'île initialement ciblée était bel et bien Egghead. Maintenant que Im a mis à l'épreuve cette machine de guerre et qu'elle est opérationnelle, il semble évident qu'une seconde frappe réelle va être lancée sur les scientifiques et faire paraître le Buster Call comme un amuse-bouche. Il faut impérativement stopper la diffusion du message de Vegapunk, l'assaut des géants, sans compter les Mugiwara qui ont pour capitaine le cauchemar du Gorosei, Nika. L'occasion est donc parfaite pour faire disparaître en one-shot tout ce qui peut déranger le gouvernement. Si Mother Flame frappait à nouveau, Luffy serait clairement impuissant. Et les dommages ne se limiteraient pas qu'à Egghead, mais se répandraient à travers le monde entier. Comme on l'a vu la première fois, toutes les îles, aussi bien de Grand Line que des 4 mers, ont été touchées. Une nouvelle frappe de cette arme serait alors dévastatrice et mortelle. Le gouvernement est actuellement dépassé par les événements. Barbe Noire ne cesse de prendre l'avance, les révolutionnaires parviennent peu à peu à rallier les pays à leur cause, et quant aux pirates, des alliances se forment de toutes parts, menaçant l'équilibre du monde qui commence à se fissurer. Lancer de nouveaux Mother Flame serait pour le gouvernement l'ultime avertissement de leur pouvoir et supériorité. D'autant que, comme on le sait, Luffy se trouve aujourd'hui aux portes de Laftel. Un seul Rod Poneglyph manque pour faire de lui le roi des pirates. Je doute sérieusement qu'après l'action des 5 membres du Gorosei, il puisse tranquillement quitter cette île et se rendre sur Laftel. La dernière fois qu'une guerre aussi dévastatrice a eu lieu, une ellipse de 2 ans s'est produite. Alors comprenez bien où nous nous trouvons aujourd'hui. Luffy n'a plus aucune limite et peut prendre en 1v2 un membre du Gorosei, un amiral et même un Buster Call de plus de 100 navires comprenant des vice-amiraux. Sans compter la présence des Séraphins qui sont censés être la plus puissante armée du gouvernement. Cette guerre que nous voyons ne fait que débuter. La présence des 5 doyens réunis sonne le glas d'une fin dévastatrice pour l'arc d'Egghead. Car si Egghead est nommée l'île du futur, elle n'était en réalité que le reflet de l'ancien royaume. Ce qui signifie ici qu'il pourrait bien se produire le même scénario qu'il y a 800 ans. La disparition totale de cette partie de l'histoire. À l'instant où Vegapunk conclura son message, Egghead disparaîtra sous le feu de Mother Flame, pouvant possiblement découler vers une nouvelle ellipse. Des mois, voire des années plus tard, nous découvririons les bouleversements et changements qui ont opéré après cet événement. Ces nouvelles années d'oubli inscrites dans l'histoire de One Piece pourraient permettre à nos Mugiwara de se réunir à nouveau pour enfin réaliser les rêves de chacun et atteindre le temps désiré. One Piece wa